Parlons Mental, le podcast. La motivation, c'est cette force qui nous pousse à avancer, à agir, à nous dépasser. Mais derrière cette énergie se cachent des piliers essentiels qui nourrissent notre engagement. Dans notre 3e épisode avec Jean-Baptiste, nous allons explorer la motivation sous plusieurs angles. Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de Parlons Mental, le podcast. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Isis. Voilà, déjà 3 épisodes Jean-Baptiste, ça avance notre projet. En tout cas, c'est un plaisir toujours de se retrouver. Ouais, très content de te retrouver aujourd'hui encore. Et oui, qui l'aurait cru, 3e épisode déjà. Ça commence à être un bon petit podcast. Donc oui, on a eu des bons retours d'ailleurs, ça fait plaisir. Donc les auditeurs sont plutôt friands de préparation mentale. Donc c'est un sujet qui est d'actualité, on est d'accord, en tout cas pour le dire, je pense. Oui, et puis merci à vous pour ces bons retours. Ça fait toujours plaisir. Et ça motive, justement. Exactement, c'est le thème de l'épisode, la motivation. Donc on va commencer par une première partie pour définir un petit peu la motivation, Jean-Baptiste. Donc on parle souvent de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Tu peux peut-être commencer par nous expliquer la motivation intrinsèque peut-être ou l'extrinsèque, c'est toi qui décide en tout cas. On va commencer par la motivation intrinsèque peut-être. C'est la motivation intrinsèque, on va dire, comme tu m'as expliqué tout à l'heure, c'était le sens fondamental. C'est ce qui nous pousse à faire notre activité. Ça vient vraiment de l'intérieur. Et c'est ce plaisir, cette satisfaction, c'est une source d'accomplissement en fait. C'est vraiment la motivation première. Pourquoi je fais ça? Donc pour un sportif, ça va être par exemple, je sais pas, un coureur par exemple qui s'entraîne peut-être parce qu'il aime prendre l'air, il aime être connecté à la nature, il aime peut-être faire du bien à son corps, c'est ça un peu Jean-Baptiste finalement, c'est pas forcément la recherche d'une perf ou d'une récompense finalement. Non, c'est ça. La recherche d'une perf, ça sera plutôt la motivation extrinsèque. C'est la motivation extrinsèque, pardon. Ce sont les raisons externes qui nous poussent à faire ce sport-là. C'est un peu la récompense. C'est la recherche de la récompense, la recherche de la performance, la recherche de la carotte, quoi. Ouais, c'est ça. Donc par exemple, je prépare un marathon. Pour donner un exemple, voilà, marathon de Valence, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Ouais. Du coup, l'objectif, la motivation, c'est de rallier l'arrivée, de réussir un chrono dans ce que tu as prévu, et puis d'avoir cette médaille de finisher qui symbolise le fait que tu seras marathonien. C'est ça, c'est surtout, ouais, c'est ça, c'est dans un premier temps être finisher, finir. Ça sera ça ma récompense. Et puis oui, le t-shirt ou la médaille, qu'importe, mais ça sera ça, et ça marquera, ça signifiera que j'ai atteint mon objectif et que ça sera ma récompense, ouais. Et toi, Régis, quelles sont tes motivations à la course à pied? Alors, la course à pied, déjà, c'est important de savoir pourquoi j'ai commencé. Déjà, même pour moi, personnellement, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ce sport. Moi, la motivation, c'est parce qu'en fait, quand j'étais petit, ma maman s'est mise à courir quand elle avait 40 ans, je crois. Je devais avoir 13 ans à ce moment-là. Et donc, elle courait autour du stade à côté de la maison. Et j'étais au collège, je me rappelle au CDI, et il y avait des petits papiers, des petits tracts pour la course du village, enfin de la ville, et en Corrèze. Et du coup, j'ai ramené le papier à ma mère. Je lui ai dit, bah, tiens, tu voudrais pas t'inscrire aux 10 km? Et elle s'est inscrite. Donc, je suis allé la voir courir avec mon père, mon petit frère, etc. Et ça nous a donné le virus de la course à pied, comme on dit à ce moment-là. Et depuis, en fait, j'ai toujours couru. C'était vraiment dans notre ADN avec ma mère. C'était vraiment tous les week-ends, c'était des courses à pied. On allait sur les courses avec mon père qui était notre supporter. Voilà, à chaque fois. Et ça a été vraiment pour ça que j'ai commencé. Et au fil du temps, je me suis dit, mais en fait, franchement, je suis tellement bien quand je cours.
En fait, je suis heureux, en fait. C'est ma place, en fait. Je m'exprime à travers ce sport. Et même aujourd'hui encore, hein, c'est devenu pas que une pratique pour moi perso, hein, en tant que sportif, c'est devenu aussi l'athlétisme, en tout cas mon domaine, puisque voilà, j'interviens avec diverses casquettes dans ce domaine-là. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui m'anime, c'est vraiment d'être connecté avec la nature aussi. C'est pour ça que je fais pas mal de trail aussi. Mais c'est super ton exemple parce que ça a du sens avec ce que j'allais dire, c'est que la motivation, les sources de motivation, il y en a trois principales, trois fondamentales quand on va faire une activité physique. Et notamment ce besoin d'appartenance. On est bien sûr des êtres sociaux, on a besoin d'être en relation avec les autres, et ça nous ramène toujours à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Et toi, finalement, ce qui t'a poussé à faire la course à pied, c'est ce lien que tu peux avoir à travers la course à pied avec tes parents, avec ta maman, avec ton papa. Euh, et, euh, et, euh, et j'aime souvent dire que finalement, quand on part courir, ou quand on part faire une activité, mais on part jamais seul. Bon, alors peut-être on y va, on a l'impression d'être seul quand on part faire son footing ou quand on part faire sa répétition, ou enfin, peu importe. Mais finalement, on n'est pas seul parce qu'on amène du monde dans sa tête. Et c'est ça, en fait. On est toujours en lien avec les autres et à travers notre activité. Je vous encourage à essayer de réfléchir. euh, qui c'est que vous amenez avec vous quand vous partez faire une course et auprès de qui ça aurait du sens? Quelles seraient les personnes avec qui vous aurez envie de partager ce moment-là? Quelles seraient les personnes qui valideraient ce choix d'activité? Euh, et tout ça, ça peut permettre de donner du sens à ce que l'on fait. Voilà, donc c'était un super exemple. Alors, en tout cas, c'est important, oui, que finalement, en tant que sportif, je pense que ce qui nous motive aussi, c'est d'embarquer, comme tu dis, avec nous, la famille, peut-être, ou des amis, le conjoint. Quand on est sur un marathon avec notre conjoint, ou notre frère, notre fils, notre maman, notre papa, peu importe, et sur le bord, et qu'on sait qu'il nous attend à l'arrivée notamment, bah en fait, ça nous motive à 100%. Si on est tout seul, qu'on n'a pas forcément d'entourage qui s'implique dans notre sport, Jean-Baptiste, je pense que tu es d'accord, je pense que la motivation, elle est moins présente et il y a moins de saveur, en fait, finalement. Il y a plein d'exemples de grands champions, de grands sportifs qui ont un entourage hyper présent. Et je peux penser, ben là, je pense par exemple encore une fois à Mathieu Blanchard, par exemple, où c'est sa compagne qui est sur chaque ravito. Je peux penser par exemple attention, quand la famille n'est pas non plus, quand ça devient pas un obstacle ou quand ça devient pas une relation toxique, mais ça peut être par exemple la famille Manodou, puisque je les ai déjà cités la semaine, l'épisode précédent, mais en bien réfléchir, on trouve tout un tas de sportifs bien entourés et qui permet de les sécuriser, de les rassurer et de leur amener un confort pour pouvoir s'exprimer pleinement ensuite dans leur activité. Et je pense que c'est une source de motivation peut-être même intrinsèque justement aussi. Et aussi d'avoir un entourage bienveillant aussi, c'est important puisque, par exemple, si, par exemple, on se projette sur un marathon et que, on a un objectif, je sais pas, de moins de 3 heures et que, par exemple, notre entourage, enfin, on a un entraîneur, par exemple, ou qui est assez exigeant, on va pouvoir peut-être envisager l'échec d'une manière négative. C'est-à-dire qu'on va avoir peur de la réaction peut-être de l'entraîneur. Et ça, c'est pas bon, puisque si on a un entraîneur bienveillant ou un entourage bienveillant, je pense qu'à ce moment-là, on va vraiment pas envisager l'échec d'une manière négative. On va dire, bah après, c'est pas grave, ça sera une expérience et c'est pas ça qui va faire que mon entourage va moins m'apprécier ou peut-être mal me parler. Je sais pas, hein, ça peut arriver qu'il y ait des managers ou plutôt des entraîneurs toxiques, hein, ça peut être le cas, hein. Ouais, et moi, il y a une image que j'aime bien avoir en tête, c'est dans nos relations, dans les liens qui nous unissent les uns aux autres, trouver des personnes qu'on appelle des tiers sécures, des personnes qui vont être réconfortantes, vers lesquelles on va pouvoir se tourner quand il y a un petit coup de moins bien, et qui seront là pour nous accompagner, pour nous aider sur le chemin de notre pratique, on va dire. Et j'ai cette image, en fait, je sais pas, quand tu fais de l'escalade,
moi, j'en ai pas fait, mais mon fils en a fait. Et donc, je l'accompagnais à l'entraînement et je voyais. En fait, ces tiers sécures, ce sont ces personnes qui sont là, qui ont le baudrier, qui te tiennent au bout de la corde et qui te permettent, toi, de grimper sur le mur et d'être libre et de faire ta performance. Mais quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux le faire librement, tu peux le faire en toute liberté parce que tu as cette sécurité, tu as cette personne-là qui te sécurise. Et quoi qu'il arrive, elle sera là, quoi. Elle sera là pour t'aider, pour t'accompagner, pour te soutenir, pour te supporter. J'ai cette image-là et voilà. Ou alors ça peut être aussi, j'aime bien aussi faire cette analogie au monde du cirque. Le mec, la personne qui est trapéziste ou qui est funambule, et tu as toutes ces personnes-là qui sont en bas qui vont tirer un filet pour t'assurer une sécurité. Voilà, c'est ça. Ces images-là, j'aime bien les faire partager, justement parce que c'est assez parlant des liens qui nous unissent les uns aux autres. Non, c'est super important. En tout cas, ça rejoint vraiment. Je pense qu'on est totalement d'accord sur le sujet. Et j'aimerais bien donner un exemple aussi par rapport au fait d'avoir un entourage qui nous soutient aussi. Et aussi le fait d'être dans un environnement un peu sécure, si on peut dire, hein, pendant une compétition. Je pense notamment, ça c'est arrivé ce week-end. J'ai un athlète que j'accompagne qui s'appelle Kailig. Kailig, si tu nous écoutes, un petit clin d'œil pour toi, alias le sanglier, hein, c'est son surnom dans, dans le milieu. Kailig, en fait, il a couru le semi-marathon de Nantes et en fait, il a gagné le semi-marathon de Nantes. Donc, c'est quand même incroyable. Il y avait Bravo. du niveau. Donc, bravo à lui déjà. Et en fait, il a été, comment dire, tout le week-end impliqué avec le squad athlétique. Notamment le matin, la veille, il a participé à l'échauffement, animé l'échauffement en fait de veille de course, en fait le check-out run, on appelle ça. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est en quelques mots le squad athlétique, s'il te plaît? Ouais, donc le squad athlétique, en fait, voilà, c'est un groupement d'athlètes régionaux des Pays de la Loire. Donc c'est une association qui regroupe tous ces athlètes et qui les met en relation pour créer vraiment une dynamique et qui permet aux compétitions régionales d'avoir un plateau élite régional, vraiment issu de la région. Et c'est ce qui s'est passé justement ce week-end. K-League a été vraiment impliqué dans ce semi-marathon, hein, les courses du marathon. Il était vraiment dans l'environnement sécure, en fait, finalement, avec le squad athlétique. Et surtout, il a gagné le semi-marathon aussi parce qu'il s'est senti vraiment chez lui. Il était encouragé par les gens le connaissaient, il était chez lui à Nantes. Il y avait sa compagne qui l'attendait à l'arrivée, il y avait tous ses amis. Et voilà, ça rejoint le fait qu'en fait, vraiment, quand on est vraiment dans un environnement favorable, il y a cette motivation aussi, comme tu disais, d'avoir des gens qui nous attendent à l'arrivée, des gens qui sont vraiment là pour nous, qui nous Hein. encouragent sur le parcours. La fin du parcours, c'était l'endroit où il fait ses footings le midi, notamment, Ouais. tu vois. Et du coup, voilà, il avait toutes les conditions réunies et la motivation était à 100%, quoi. Il savait pourquoi il était là, en fait. Ouais, c'est génial. Mais bravo à lui. Bravo, bravo. Mm. Oui, c'est ça. Ben, c'est ce besoin d'appartenance qu'on va essayer de nourrir quand on fait une activité, quelle qu'elle soit. Alors justement, tu as d'autres besoins, peut-être à part Oui, celui-ci dont tu veux nous parler, hein? bah, il y a le besoin de compétences. C'est notamment c'est ce besoin de pousser ses limites, de se dépasser, de se sentir capable de faire autre chose. Peut-être de sortir. Parfois, on aime bien cette expression en ce moment, sortir de sa zone de confort. Donc voilà, c'est ça, c'est cette recherche de dépassement, de nouveauté dans l'activité. Se prouver peut-être des choses dont on se sentait pas capable. Donc voilà aussi, ça c'est une des raisons pour lesquelles on est motivé pour aller faire une activité. Oui, ça rejoint aussi, voilà, le sentiment de progresser aussi. Peut-être si dans la quête de ce besoin de compétences, on va sentir qu'on progresse, on va sentir qu'on gagne en compétences et ça va nous motiver à aller plus loin. Et toi, d'ailleurs, Jean-Baptiste, qui prépare ton premier marathon, Ouais. qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Est-ce que tu sens tes compétences en train de grandir pendant la prépa? Est-ce que ce besoin de compétences, il est, comment dire, respecté, si on peut dire, entre guillemets? Bah, ce qui est marrant, c'est que finalement, ça fait une sorte de renforcement positif parce que donc, je suis tout à fait nouveau dans la pratique de la course à pied et donc
pense en toute humilité que j'ai une petite marge de progression et forcément, on s'en rend compte assez rapidement. C'est ce qui est assez grisant quand on débute une activité. On a tendance à avoir une progression qui se voit. Et donc ça, c'est une sorte de renforcement positif. Et donc ça donne de la motivation. Donc effectivement, on a le plaisir quand je fais mon activité, quand je pars courir. Comme par exemple dimanche où il faisait super beau, je suis parti faire une sortie, hein, une Mhm. sortie longue, comme on dit. Et déjà, ça me faisait super plaisir de partir dimanche matin, courir. Il faisait beau, j'étais en rapport avec la nature. Ça s'est super bien passé. Donc j'avais le plaisir de courir. Et puis, une fois fini, j'avais cette satisfaction d'avoir fait le job et de l'avoir plutôt bien fait. Et donc, du coup, ben, ça a renforcé ma motivation et qui me donne encore plus envie de repartir courir, de rechausser mes chaussures. Et voilà, donc ça renforce la motivation. Ouais. Et d'ailleurs, on peut dissocier motivation de renforcement. La motivation, ça vient à l'avance, hein. Par exemple, je vise mon premier marathon. Ce qui me motive, voilà, c'est de réussir à le terminer. Et le renforcement, comme tu disais, voilà, c'est la conséquence. Finalement, une fois que j'ai réussi mon marathon, c'est du renforcement. C'est un peu comme quand on dresse un chien, quand on fait du dressage avec un chien ou un cheval, hein. Du coup, à chaque fois qu'il fait un truc bien, on va lui donner une petite friandise. Du coup, ce qui crée un renforcement. Et après, la motivation, elle va venir du fait qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va avoir une friandise, bah, qu'il va faire un truc bien, il va avoir une friandise. Donc du coup, ça va le Mm. motiver à réaliser l'action en fait. Donc nous, on est pareil, hein, finalement que, que les animaux finalement. Ben, de toute façon, ce qui nous sépare des animaux, c'est parce qu'on est des êtres de conscience, paraît-il. Exactement. C'est la définition, Nous sommes des animaux doués de conscience, je crois qu'on dit en philo quand on est en terminale. je crois. C'est ça, si j'ai bien écouté ce cours-là en philo. Mais voilà, ouais. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un troisième besoin aussi Ouais. important, c'est le besoin d'autonomie. Intéressant ça. Cette recherche d'indépendance à travers la pratique sportive. Donc, ce qui est c'est assez marrant, c'est assez paradoxal, c'est qu'en même temps, on a un besoin d'appartenance, mais également, on va rechercher un besoin d'autonomie. C'est assez paradoxal, mais oui. Tout simplement, on va aller rechercher, se montrer qu'on est capable de faire les choses par soi-même, seul, en fait. On est Et capable. aussi, j'imagine l'autonomie, c'est avoir du choix aussi. Avoir le choix de faire ou pas faire Ouais. quelque chose, le fait d'avoir une latitude aussi, de pas avoir de contraintes. C'est ça un petit peu. C'est ça, ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc tout ça, ce sont trois besoins fondamentaux Ouais. qui permettent de nourrir une motivation à une activité physique, notamment. Voilà. C'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu. Donc, ça, c'est une méthode que tu utilises dans ta pratique de la prépa mentale. Moi, j'ai une autre méthode que j'utilise qui est totalement liée, qui est en fait un outil motivationnel qui consiste à évaluer les différents sentiments de la motivation. Et en fait, dans les sentiments dont je vais parler dans quelques instants, il y a certains qui sont reliés à des besoins dont tu as parlé. Donc, pour faire simple, en fait, déjà, il y a 7 sentiments qu'on va noter de 1 à 10, hein, déjà. Donc il y a le sentiment de progrès, par exemple, hein. Il y a le sentiment d'appartenance, le sentiment de plaisir, le sentiment d'engagement. Il y a aussi le sens fondamental. Voilà, il y a 7 sentiments. Je ne les cite pas tous tout de suite, mais il y a le sentiment de compétence aussi, bien sûr. Voilà, il y en a plusieurs qu'on va noter de 1 à 10. Et tous les sentiments qui sont plus faibles, qui sont en dessous de 5, on va pouvoir les faire augmenter, les augmenter en mettant en place des actions. Et on se rend compte, en fait, à ce moment-là, le pourquoi la motivation, elle est moins présente. Tu as parlé du sentiment, du besoin de compétences tout à l'heure, hein, mais si vraiment on n'a pas le sentiment qu'on a acquis les compétences nécessaires pour finir son premier marathon, par exemple, peut-être qu'on va se démotiver. Si on n'a pas de sentiment de plaisir ou très peu de sentiment de plaisir, peut-être qu'on va se démotiver parce qu'on va pas ressentir forcément du plaisir dans notre pratique. Donc voilà, on va vraiment étudier et évaluer chaque sentiment pour pouvoir ensuite faire en sorte, avec des actions très simples, d'atteindre un niveau plus important pour chaque sentiment et ainsi augmenter le niveau de motivation. Donc, je ne sais Ok. pas si tu connaissais Mm. cette technique, Jean-Baptiste. Non, tu m'en as parlé juste un petit peu avant qu'on prenne l'antenne, mais non, je connaissais pas. Non. Donc, par exemple, il y a le sentiment de progrès. En fait, si par exemple j'ai mon sentiment de progrès qui est à 4 sur 10, c'est peut-être parce que en fait, je sens que sur mes séances, je progresse pas en fait. J'arrive pas à franchir des caps. J'ai Mm, l'impression de stagner. Ça fait 2 ans que j'ai pas battu mes records perso, par exemple, hein. Donc là, mon sentiment de progrès, il est quand même
assez faible. Et qu'est-ce que je vais faire justement pour l'augmenter? En fait, je vais mettre en place des objectifs de moyens et de résultats, et avec des points intermédiaires, c'est-à-dire que je vais pouvoir savoir, grâce à ces objectifs de moyens, ces objectifs intermédiaires, si j'ai progressé ou pas. Et- Par exemple, je vais essayer, par exemple, de m'améliorer, je sais pas, d'améliorer mon allure semi-marathon, par exemple. Donc, je sais que le samedi, quand je vais faire mes 3 fois 3000 allures semi, par exemple, je vais pouvoir vraiment comparer si mon allure semi, elle s'est améliorée, elle a diminué. Si l'allure a diminué, en fait. Si je suis passé, je Hein. sais pas, de 4 kilos à 3,55. Et pour ça, je vais mettre en place des actions. Peut-être que pour ça, je vais peut-être travailler spécifiquement cette allure, peut-être plus souvent. Voilà, pour faire en sorte que mon sentiment de progrès, il augmente, hein, et pour me rendre compte en fait que j'ai progressé. Et peut-être que mon allure semi-marathon, elle s'est améliorée, et je vais envisager un chrono plus important sur mon prochain semi. Donc voilà, c'était un exemple, hein. En fait, tu vas chercher des renforcements positifs, des récompenses. Ouais, un petit peu, c'est ça. Exactement. Et, et comment tu fais pour faire progresser ta notion, ton sentiment de sens fondamental du coup? Alors ça, c'est le sens fondamental, on va l'évaluer, et on va essayer de le faire progresser tout d'abord en essayant peut-être de faire une liste précise du pourquoi on fait ce sport en fait. Parce que c'est pas toujours évident, tu vois. Euh, Ouais, vas-y. Du pourquoi on fait ce sport, ça pourrait être lié à moi ce que j'appelle peut-être nos valeurs finalement. Euh, Exactement. Qu'est-ce que si je pratique ce sport-là, qu'est-ce que ça dit de moi aussi? Exactement. C'est ça. C'est vraiment ça touche à nos valeurs en fait finalement. Et c'est ça en fait qu'il faut essayer d'identifier en fait. Vraiment le Donc, pourquoi. Parce que souvent on va s'entraîner, je sais, franchement, il y a eu des moments de ma vie où je me suis dit, mais pourquoi je m'entraîne en fait? Et c'était devenu une habitude en fait, c'était devenu une routine. Et je me suis dit un jour, mais en fait, pourquoi je cours en fait? Pourquoi je m'inflige ça en fait? J'avais plus envie de courir à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, si, je me suis rappelé d'où je venais en fait. Je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé. Et là, ça s'est éclairé dans ma tête, et j'ai dit, mais en fait, j'ai pas envie de courir forcément que pour la perf tout le temps. J'ai pas envie de courir parce que il faut que je perf, je perf, je perf. J'ai envie de courir parce que aussi ça me permet de m'évader. Ça me permet d'aller me connecter à la nature en fait. Vraiment de peut-être m'éloigner un peu de toute la technologie, de ce téléphone portable qui est là sur mon bureau et qui m'envoie des notifications. J'ai envie d'être connecté à la nature. Et là, j'ai compris pourquoi je courais en fait à ce moment-là. Et aussi par rapport à mon papa, bon, qui est parti en 2017, hein, qui est malheureusement décédé, et qui était souvent là aussi pour m'encourager sur les courses, hein. Et je me suis dit, en fait, c'est aussi pour lui peut-être que je cours. Donc voilà, j'ai fait toute une liste en fait du pourquoi je courais en fait à ce moment-là. exactement. Tu sais, la semaine dernière, tu m'as demandé pourquoi je m'étais mis à la course à pied. Et j'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi il m'a posé cette question-là? J'ai été peut-être un peu trop rapide sur la réponse. Et finalement, j'en suis venu à cette conclusion que c'était pour nourrir ma valeur de partage, une valeur de partage, d'amitié qui sont assez importantes pour moi. Et ça me permet de pouvoir partager cette pratique avec des amis, avec la famille. Et ouais. Et donc, ça en dit bien plus finalement cette pratique que la pratique sportive qu'on peut faire, ça en dit bien plus sur nous qu'une simple, voilà, qu'une simple. On fait pas ça par hasard finalement. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Exactement. Pour moi, il y a toujours une raison pour laquelle on fait de la course à pied. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus en proportion de... Course à pied ou Ou autre un autre chose, hein. sport. Un autre sport, pardon, ouais, aussi, bien Ouais, sûr. ou même une personne qui fait de la musique, peut-être que c'est pour le partage ou pour faire Ouais. vibrer les gens ou tu vois pour transmettre des émotions. Voilà, mais je pense que oui, ça en dit long sur nos valeurs. Ouais. Mm. Et je pense que ça rejoint vraiment le podcast de la dernière fois, hein. C'est vraiment le plaisir qui est important. Aller chercher le plaisir. Parce que si on pratique, comme je disais tout à l'heure, quand je me suis posé un jour et je me suis dit pourquoi je fais ce sport en fait, pourquoi je m'inflige ça, et du coup j'avais plus de plaisir à ce moment-là, j'allais juste courir parce que c'était marqué sur le plan. Il y avait marqué qu'il fallait faire ça en fait. Et je me suis dit, mais en fait non, c'est pas ça que je veux. Je veux courir en ayant justement ce sentiment d'autonomie aussi, de pas être Mm. contraint par un Mm. plan. Je veux C'est courir ça. parce que j'ai envie. Et si un jour, par exemple, pendant mon entraînement, je me dis, bah après je suis un peu fatigué, j'ai pas envie de m'infliger ça, bah, je peux très bien me dire, bah à la place, je vais faire une sortie en nature où je regarde pas ma montre en fait. C'est ça le but aussi d'être dans le plaisir, hein. Peut-être que ça, on va dire, peut-être que ça consolide, ça renforce ta valeur liberté Mm. ou nature, voilà, qui sont Exactement. importantes chez toi en fait Mm. finalement. Ouais.
Peut-être, tiens, on peut s'amuser à proposer à nos éditeurs de s'amuser, de lister tout un tas de valeurs qui leur sont chères et finalement voir celles qui cochent avec leur pratique, avec leur activité physique du moment. Alors vas-y, propose-nous des valeurs d'ailleurs, Jean-Baptiste, là, comme ça, qui deviennent. Attends, on l'a pas préparé, c'est pas cool. Alors, Peut-être une que comme ça qui devient. bah, déjà le partage. Le Hum. partage. J'ai un ami qui dit que euh, bien souvent on dit que partager c'est diviser, mais finalement partager c'est plutôt multiplier. Je trouve cette phrase super, super belle. Et j'ai une phrase comme ça qui me vient, c'est le savoir, c'est la seule chose qui se multiplie lorsqu'on le partage en fait. Et c'est un Exact. peu ça finalement. Le partage, ça c'est une valeur. Après l'amitié peut être une valeur. Euh, la liberté, la sécurité, la nature, Ouais. le bonheur, c'est une valeur. La santé, c'est une valeur. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme valeur? Enfin, Il y en a un paquet, ouais. il y en a Et je pense que bien. ce qu'on peut proposer aux auditeurs, c'est vraiment d'aller chercher des valeurs, voilà, de se renseigner sur des valeurs, les valeurs qui existent, et puis essayer de trouver celles qui leur correspondent, et puis voir quelles sont les valeurs qui sont en jeu finalement dans la pratique, hein, Ouais. qui Et sont si ça, importantes, hein. et si ça coche vraiment, si c'est vraiment en rapport avec ceux qui sont, Et ça serait d'ailleurs, marrant. d'ailleurs, juste, j'aimerais entrer un tout petit peu plus dans le détail pour les 7 sentiments, juste les balayer rapidement pour expliquer comment on fait pour les augmenter à chaque fois. Euh, donc il y en a plusieurs, comme on disait, il y a le sentiment d'engagement. Donc c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'aller m'entraîner quand c'est l'heure d'aller s'entraîner? Est-ce que je suis engagé dans ma pratique? Pour ça, on va définir, s'il est bas le sentiment, on va définir des mini-objectifs qui peuvent nous motiver à y aller. Par exemple, aujourd'hui, tiens, je vais faire un footing. Mais tiens, je vais me challenger un petit peu. Je vais essayer de faire mon footing en étant sur une cible entre, je sais pas, 6 et 6,10 au kilo, sans aller plus vite ni moins vite. Par exemple, le sentiment de plaisir, je vais essayer, pour l'augmenter, de peut-être varier les formats d'entraînement. Peut-être arrêter de faire toujours les mêmes schémas d'entraînement. Peut-être, tiens, aujourd'hui, je vais aller, plutôt que de faire une séance sur piste, je vais aller au Cellier ou à Moff-sur-Loire, par exemple, hein, c'est très joli, pour aller m'entraîner un peu en nature. Peut-être que par rapport au sentiment d'appartenance, s'il est bas, peut-être que plutôt que d'être tout seul, la tête dans le guidon, peut-être que je vais partager mes succès, je vais partager mes séances avec d'autres gens. Je vais discuter avec des groupes d'amis, peut-être de mon sport ou de ma pratique. Je vais essayer de me connecter à une communauté, peut-être, hein, de sportifs qui sont dans le même sport que moi. Euh, Par rapport au sens fondamental, ben voilà, on va prendre le temps de clarifier le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Par rapport au sentiment de progrès, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est fixer des étapes mesurables, des mini-objectifs, hein, pour percevoir justement la progression. C'est important de savoir pourquoi on va progresser et à quel moment on va se dire j'ai progressé. C'est ça qui est important. Et par rapport aux compétences, c'est chercher à développer des capacités qui vont m'être utiles pour progresser dans ma pratique aussi. Voilà, je vais essayer de faire en sorte d'acquérir des compétences qui vont m'aider à atteindre mes objectifs. Et enfin, pour l'autonomie, si elle est basse, l'autonomie, ben, tu en parlais Jean-Baptiste, hein, essayer de trouver la liberté. La liberté dans ma pratique, avoir du choix, ne pas être contraint par quelque chose en fait. Et faire ça avec mes envies aussi, c'est important, selon mes envies. Je vais rebondir, je vais en profiter. Tu as parlé sur le besoin d'appartenance Ouais, en se relier à des communautés ou à se relier à des groupes d'amis. Là-dessus, je vais parler d'un sujet d'actualité qui va parler à beaucoup. Est-ce que tu penses, toi, Régis, que les réseaux sociaux peuvent être une source de motivation? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui courent et qui sont ouais. abonnées à cette application, l'application Strava. Est-ce que tu penses que Strava peut être une source de motivation aussi? Oui, alors du coup, il y a un débat, ça me fait penser à un débat autour des chaussures carbone. Donc on dit, ouais, il y a une progression incroyable en course à pied parce que c'est grâce aux chaussures carbone, à plaque carbone. Pour moi, ça aide un petit peu, mais tu vas voir là où je veux en venir. Il n'y a pas que Oui. les chaussures à plaque carbone qui font qu'on a une progression qui est observée. Je suis convaincu depuis plusieurs années, plusieurs mois ou plusieurs années, que en fait c'est l'émulation qui est créée à travers les réseaux sociaux et Strava, et notamment les réseaux sociaux où on a de plus en plus de podcasts, où il y a des conseils sur l'entraînement, les gens se challenge,
tiens, le copain, il a fait ça, donc je vais essayer de faire, d'aussi adopter cette méthode d'entraînement. Peut-être via Strava, je vois un athlète, il a fait une sortie, je sais pas, de 20 bornes, et je me dis, ah ouais, je vais essayer de faire aussi 20 bornes parce que ça peut m'aider à faire du volume kilométrique pour améliorer mes performances. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense que le facteur de progression actuel dans le milieu de la course à pied notamment, si on parle de ce sport, c'est aussi l'émulation grâce aux réseaux sociaux et Strava. Ça permet de se comparer. C'est pas très bien de se comparer parce que on peut entrer dans un système où on va perdre confiance en soi si on se compare trop aux autres, mais je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ce que font les copains et certains athlètes à travers ce réseau social où on peut vraiment observer un petit peu les méthodes d'entraînement qui sont diverses et variées justement. Euh, Personnellement, moi, je l'utilise Strava, c'est plus dans le plaisir de partager mes sorties et Ouais, de partager les sorties des autres plutôt que ouais, de regarder exactement les oui, méthodes d'entraînement. Bon, j'aime bien regarder un petit peu les datas, mais c'est succinct, c'est que moi, c'est surtout le plaisir de voir les différents spots que les amis ouais, ont utilisés, où ils sont sortis, où ils sont courus, mais, et aussi le plaisir de partager euh, mon activité. C'est toujours dans une notion de partage, et ouais. je trouve que c'est assez motivant parce que, je vais te révéler un petit truc, c'est que pendant que je cours, j'essaye à chaque fois de réfléchir au titre que je pourrais donner à mon activité du moment, ou Ok. alors essayer de trouver un cliché photo qui peut être rigolo ou sympa à partager en fait. Voilà. Et du coup, finalement, ça aussi, ça aide à avoir un discours intérieur pendant ta sortie Complètement. qui peut être sympa, donner du plaisir et voilà. Et je me dis, tiens, ça pourrait être sympa ou tel titre. Et donc, je pense à, voilà. Et comme j'aime bien la musique, à chaque fois, ça me rapproche à des chansons. Je mets des titres de Ouais. chansons parfois. En Voilà. fait, c'est intéressant, ça permet justement de rendre plus ludique l'entraînement aussi, hein. Ça rajoute un côté ludique et c'est important. Et je parlais tout à l'heure de progression, mais il n'y a pas que la progression qui est générée par les réseaux sociaux, je veux dire, c'est la conséquence, hein. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que justement les réseaux sociaux et Strava, notamment, ça permet aux athlètes peut-être de s'inspirer les uns des autres et de créer une motivation. Oui. Parce que du coup, on a envie d'aller s'entraîner, de toujours essayer de s'entraîner plus dur, pour plus dur entre guillemets, puisque ça veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, hein, mais voilà, pour essayer de progresser, parce que si on voit le copain qui s'améliore aussi, voilà, dans ses partages de séances, etc., bah, ça crée une émulation et ça crée une motivation, au même titre que nous, quand on poste ces séances, bah, du coup, ça inspire aussi les autres, hein, donc c'est important. Moi, je suis largement d'accord avec toi. Si c'est utilisé à des fins bienveillantes, je trouve que c'est un outil qui est vraiment très très sympa pour la pratique de la course à pied ou du vélo, parce qu'on peut faire le vélo aussi, ou la randonnée pour ceux qui marchent. Ouais, bien sûr, tout à fait. Natation aussi, je crois. Ouais, donc non, non, c'est vraiment un bel outil en tout cas. Et j'ai encore une autre question à te poser là, mais attention, c'est une question piégeuse. Je t'ai pas Ah, préparé, je te prends au dépourvu, ça mais va, t'inquiète. j'en appelle à l'expert que tu es. J'ai eu une conversation pas plus tard qu'hier avec un ami qui travaille dans un club de sport collectif professionnel ici en France. Et ils ont la chance, oui, ils ont la chance d'avoir un préparateur mental. Et j'ai discuté avec mon ami et je lui ai dit qu'on allait sortir le numéro 3 du podcast et que le thème à aborder serait la motivation. Il me dit, tiens, je vais être intéressé par ce que vous allez dire, parce que notre préparateur mental pense qu'on ne peut pas motiver une personne. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, quand il dit on ne peut pas motiver une personne, c'est-à-dire on ne peut pas agir directement en tant que personne extérieure sur la motivation de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Moi, alors, ce que je pense, c'est que la motivation, elle doit venir de l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle de motivation intrinsèque souvent, qui est une motivation plus puissante encore. Euh, je pense par contre on peut influencer la motivation d'un athlète grâce à des outils, en lui faisant prendre conscience de certaines choses. Tu parlais des valeurs, tu parlais des besoins, on a parlé des sentiments, de la motivation qu'on peut augmenter. Je pense qu'en apportant des outils à la personne, en lui apportant une aide, hein, c'est un peu un petit coup de pouce, hein, finalement, on va pouvoir permettre à la personne d'améliorer sa motivation, même si ça doit passer par elle. Donc je Hum. pense, pour répondre à ta question, on peut indirectement aider quelqu'un à augmenter sa motivation. Mais ça doit passer par la personne. Par elle, elle détient les clés en elle, hein, je pense. Et toi? Ah ben, je pense pareil que toi. Dans mon quotidien de ma sœur kinésithérapeute, je dis souvent que la personne,
c'est l'acteur principal de sa rééducation, mais c'est l'acteur principal du film qui est sa vie finalement. Et c'est elle qui a les clés, qui détient toutes les clés. Et forcément, nous, on est juste là pour l'accompagner. Et donc, si la personne a décidé de ne pas faire d'efforts pour la rééducation, mais pareil pour se motiver, on peut pas. Mais effectivement, c'est elle qui la détient. Alors nous, à nous d'essayer de trouver des leviers, de trouver des moyens pour justement activer son envie de faire, de pratiquer, voilà, c'est ça, d'allumer sa flamme, de faire en sorte que sa flamme soit de plus en plus importante. Mais c'est sûr que si la personne ne récalcitrante, on n'y arrivera pas. Mais je suis d'accord avec toi, ouais. Sur le fond, je suis d'accord avec toi. Directement, on peut pas la motiver parce que c'est elle qui a les clés, mais à nous de trouver les leviers et les bons chemins pour, pour l'aider à se mettre en route. Bah, en tout cas, on peut peut-être finaliser le podcast, cet épisode, en peut-être donnant un conseil, quelques conseils concrets, peut-être pour cultiver sa motivation, peut-être pour résumer, pour essayer augmenter sa motivation. Toi, tu as parlé des valeurs, Jean-Baptiste, tu as parlé des besoins, des 3 besoins. J'ai parlé des 7 sentiments, de la motivation qu'on peut augmenter grâce à des outils concrets. Mais aussi, ça peut passer par le plaisir aussi, hein. Moi, je dis, si je peux donner un conseil, c'est peut-être d'aller chercher le plaisir dans la pratique, que ça ne devienne pas une contrainte. Comme je disais tout à l'heure, quand je me suis posé un jour et je me suis dit pourquoi je fais ce sport, eh ben, ça m'a vraiment aidé. Et si je peux donner un conseil, c'est voilà, d'aller chercher le plaisir dans la pratique, de savoir pourquoi surtout on fait ça, et d'aller chercher notre pourquoi, qui nous reconnecte vraiment au sens fondamental. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est vraiment de faire une liste précise, si on peut, de pourquoi on fait ce sport en fait. Ou cette pratique, si c'est la musique ou le théâtre ou autre chose, hein. Mm. Je suis d'accord. Après, je mettrai je ferai un petit correctif. Après, si la personne, parce que j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps sur qui s'appelle Course épique pour faire la pub Ouais, sur Arnaud de Samer et lui Arnaud de Samer il dit que lui il trouve le plaisir dans la recherche de la performance. Mais c'est oui, ok en fait. ouais, C'est ok. C'est ok. C'est pas du tout antinomique. Si tu prends du exactement. pl- Ouais, non, mais c'est ok. Alors, autant la semaine dernière, on disait que est-ce que le plaisir, et si le plaisir était la clé de la performance, mais si le plaisir de la performance, c'est ton plaisir, eh ben, c'est ok. C'est ok. Ouais, c'est ça. Le tout, c'est de savoir pourquoi on fait ce sport déjà, Ça? et puis le plaisir, c'est important d'aller le chercher aussi, hein. Et puis il peut être lié à la performance aussi, bien sûr, hein, puisque le plaisir amène la performance, mais comme tu disais, en fait, ça peut être la recherche de la performance qui amène du plaisir aussi. Complètement. Ouais, Mm. ouais. Si la personne prend du plaisir à l'entraînement parce qu'elle sait qu'au bout, elle va avoir la performance ou qu'elle est vraiment dans cette quête de la performance, ben, c'est ok en fait. Ouais, exactement. Ok. Voilà. Bon, ben on a fait encore un bon petit épisode, je crois. Ouais, on a balayé, je pense, J'espère. la plupart des choses. Et si, si les auditeurs, si vous nous écoutez, bien sûr, hein, je pense on aura des auditeurs de plus en plus nombreux, on l'espère en tout cas. Si vous avez des questions, en tout cas, sur la motivation, vous pouvez nous contacter sur Instagram. On a notre compte Parlons Mental. Enfin, c'est le podcast Parlons Mental, le titre exact de la page Instagram. Donc, vous pouvez nous poser des questions directement dessus, hein, si vous avez besoin de questions sur les besoins qu'on a évoqués, les valeurs, les 7 sentiments de la motivation Ouais. ou autre chose, hein. N'hésitez pas à nous contacter ou contactez-nous plutôt, parce que pas de négation, attention, parce que le cerveau Contactez-nous ne comprend pas la négation. sur Instagram ou sur l'adresse lepodcastparlemental@gmail.com. Exactement. Bien, merci Régis, ça a été encore un énorme plaisir de partager ce moment-là avec toi. Et Plaisir merci à tout le partagé. monde. Merci à tout le monde. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et en espérant que vous ayez pris du plaisir à nous écouter autant que nous en avons eu à converser. On va conclure ce podcast, Jean-Baptiste, en tout cas. Merci à toutes et à tous. On se rejoint pour un prochain podcast, le quatrième, hein, déjà, quatrième épisode, d'ici 15 jours, hein. C'est tous les 15 jours la fréquence des podcasts Parlons Mental. Donc on vous attend nombreux pour le prochain épisode. On vous dira entre-temps sur quel sujet cela portera. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous dira sur le sujet certainement. À très bientôt. À très bientôt, merci.